qu'aujourd'hui, on va essayer de développer finalement cette littératie sur différents sujets. Autant qu'on le peut, hein, effectivement, 1h30. On pourrait passer 1h30 sur le post-humanisme. Donc, on a essayé de se concentrer sur certains éléments. Donc, effectivement, on veut... Il y a plusieurs contenus, probablement, qui sont tout aussi nouveaux que l'était Internet à l'époque. Ça va vite, ça se transforme rapidement, donc on cherche à vous outiller. On va vous donner toutes sortes de ressources. On va vous donner des ressources didactiques, des ressources documentaires. On va essayer de vous donner des œuvres de littérature jeunesse qui peuvent vous permettre de travailler certains concepts, tout ça en lien avec des contenus liés au numérique. J'ai pesé. Oui, c'est ça, c'était mon... Fait que c'est toi. OK. Fait que le déroulement, assez simple. On va commencer par 8 concepts. Puis là, vous allez me dire, il y en a plus que ça. Oui, on a dû faire des choix. Ensuite, et quoi d'autre? Et finalement, veiller. Bien, on va pas veiller, mais comme veiller dans une veille. Merci. Ce soir. On se reparle ce soir. Donc, 8 concepts. Puis, on trouvait ça le fun de varier. Tu sais, au lieu de vous défiler des concepts comme une liste d'épicerie, ça va ressembler à ça, mais dans le désordre. Dans le sens où on vous invite à choisir. On va choisir quelqu'un dans la salle, puis là, il va nous dire on commence par le 8. Puis là, le 8 va s'ouvrir, puis on va découvrir par quoi on commence. Moi puis Laurent, on le sait pas non plus. Fait que on va... c'est ça. Est-ce que ça vous va? Oh, j'ai entendu 4 dans la salle. Est-ce que ça vous convient, tout le monde? Je vais me déplacer parce que l'ordinateur est là-bas. Pesez sur le 4. Oh, yes! Oh my God, ça commence. Et post-humanisme. Ça commence fort quand même. Ça commence gros, hein? Oui. Alors, y en a-tu qui ont déjà... OK, qui enseigne en secondaire 4? Bon, on va pas vous mentir, c'est quand même concentré secondaire 4, la présentation d'aujourd'hui, puisque il y a énormément de contenu qui sort. Tu sais, ça serait pas trop tard rendu là pour se lever puis aller dans un autre atelier. Moi, ça me dérange. Tu sais, moi, je le prendrais pas personnel. Laurent, peut-être, mais pas moi. Donc, voilà. Ceci étant dit. Donc, qui enseigne en secondaire 4, vous l'avez dit, qui a déjà traité de post-humaniste, transhumaniste? Donc, ce que je disais, c'est qu'on peut avoir plusieurs approches pour la chose. Il peut y avoir les modifications génétiques pour permettre d'avoir un humain qui est biologiquement plus développé, qui permettrait, par exemple, d'avoir des muscles qui permettent de te pousser plus fort, des yeux qui permettent de voir mieux la nuit, whatever. Il y a des gens qui pensent à pousser un transhumanisme avec l'utilisation de la technologie. Donc, on penserait peut-être te rajouter de l'espace de RAM, littéralement, dans ton cerveau, ou quoi que ce soit pour que tu puisses penser plus vite, penser plus longtemps, retenir mieux les choses, devenir un cyborg. Il y en a qui vont penser le transhumanisme dans une version qui est plus post-humaine. Donc, on oublie complètement l'humain comme il est vu à l'heure actuelle, puis on se met à penser peut-être à des serveurs dans lesquels, au lieu d'avoir un corps dans lesquels on fonctionne, bien, on y arrive à imaginer une humanité qui vivrait sur un serveur. Ou est-ce qu'on aurait encore théoriquement nos consciences et nos habiletés de prendre des décisions par nous-mêmes sur ce que nous, on fait en tant qu'avatar, mais qu'on n'a plus besoin de s'occuper de trucs comme la vieillesse, la mort, toutes ces affaires-là. L'hypothèque, ça ne veut pas dire que tu ne payes pas ta place sur le serveur, mais des visions du trans et du post-humanisme, il y en a en masse. Donc, ils réagissent très bien à ça. En fait, chacun, ce que je faisais, c'est que par équipe, ils devaient focusser sur une des visions du transhumanisme ou du post-humanisme, venir expliquer comment qu'elle se présentait, savoir c'est quoi qu'ils jugeaient comme les éléments positifs ou négatifs du développement de cette recherche-là. Oui, effectivement. Merci, vraiment intéressant. Un petit mot, un récit pratique? Moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai plus travaillé le système de valeurs qu'il y avait derrière le transhumanisme et le post-humanisme. Puis je leur ai demandé où est-ce qu'on est dans l'humanité. Fait qu'est-ce qu'on est dans l'humanisme, le transhumanisme, le post. Fait que la plupart disaient dans le trans. Puis je disais, mais ça dépend. Il y en a qui pensent qu'on est déjà dans le post-humanisme. Fait que j'ai plus travaillé le système de valeurs relié à ça. Puis après ça, on a travaillé les nouvelles technologies. Mais j'ai cherché des outils parce que je savais pas jusqu'où je devais enseigner. Parce que c'est complexe, là. Je suis pas allée aussi loin que monsieur. Mais moi, je suis restée juste avec le système de valeurs. Moi, je t'en lance un. Merci. Effectivement, jusqu'où on doit aller, puis jusqu'où on peut aller, on ne va pas tant répondre à ça dans le sens où ça dépend beaucoup de ce qu'on a fait avant, donc de ce que les élèves ont comme bagage, puis de jusqu'où on est capable de les amener. Donc, on vous propose quelques ressources là-dessus. J'ai pas posé sa bonne affaire. Ah. OK. Donc, comme c'est François, hein, c'est ça? Comme nous le disait François, deux grandes différences là, entre le transhumanisme et le post-humanisme. Le transhumanisme, c'est vraiment la théorie selon laquelle on veut améliorer l'humain.
que ce soit pour guérir des maladies. Donc, entre autres, le documentaire que je vais vous présenter, que vous avez peut-être vu sur le site de l'ONF, qui s'appelle Post-humain. Dans le fond, la comédienne qui a bâti ce documentaire, qui va être aussi un théâtre documentaire, elle est atteinte du diabète de type 1. Et ce qu'elle cherche, finalement, c'est d'essayer de voir comment la technologie peut l'aider à mieux gérer son quotidien. Donc, maladie, comme tu l'as dit, François, la prévention du vieillissement. Il y a même des gens qui disent qu'ils ne mourront pas. Donc, de vraiment essayer de repousser la mort et finalement d'améliorer les capacités humaines. Donc, on pourrait, à partir de ces 3 catégories-là, essayer d'élaborer là, avec les élèves. Ça, c'est pour le transhumanisme. Le post-humanisme, lui, remet en question, dans le fond, la place et la définition de l'humain, un peu comme tu l'as dit, François. Donc, déplacer sa place d'humain central, finalement, vers une redéfinition des relations qui comprend la relation avec les machines désormais. Donc, si le transhumanisme est plus optimiste par rapport à l'effet, aux opportunités technologiques, autant biotechnologiques, puis on va y revenir dans un autre thème, que technologique tout court, on est vraiment dans une vision d'émancipation de l'être humain. Tandis que dans le post-humanisme, on est davantage dans une approche philosophique de réflexion critique sur la définition de la nature humaine. Je vois des gens qui prennent des notes. C'est toi qui as le cliqueur. Ouais, okay. Je chuchote dans le micro. Non? On va effectivement vous partager le... À la page 1, dans le fond, on va la remettre à la fin, là, mais il y a un code QR avec une adresse courte. Puis oui, on va vous la partager. Je l'avais caché, cette diapo-là. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Non, mais c'est pas grave, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai beaucoup conversé avec une intelligence artificielle pour essayer d'approfondir. Puis ça, c'est un tableau qu'elle m'a produit au fur et à mesure de nos discussions. Fait que c'est ça. Je vais l'écrire en dessous maintenant que vous l'avez vu. Fait que il y a quand même un jugement critique à avoir. Voilà. Donc, exemple de transhumanisme. On n'est pas dans le post-humanisme, mais de transhumanisme. Tu nous l'avais dit, François. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font sur le plan de l'exosquelette. Il y a plusieurs modèles d'exosquelettes dans le but de 2 choses. Soit, effectivement, amplifier les capacités humaines, rendre plus fort, rendre plus solide, rendre plus rapide, mais aussi dans le but de guérir certaines maladies, donc liées à la motricité, entre autres. Au centre, vous avez... Puis là, si vous cliquez sur « Source des images », c'est un seul article là, avec 25 exemples de transhumanisme. Donc, cet appareil sur le cerveau envoie des petits électrochocs, des petites ondes qui font en sorte que nos neurones sont plus stimulés. Donc, on perçoit mieux les sens, on retient plus de choses, etc. Puis le dernier, c'est un œil bionique, comme dans La femme bionique. Ben non, mais un œil bionique, là. OK. Pour chacun des thèmes, on va vous proposer des questions. Parce que vous le savez, puis ce matin, on en a eu un bon exemple, là, le programme se nourrit de questions, finalement, tant sociologiques qu'éthiques. Ce sont évidemment des propositions. On a essayé de réfléchir à ça du haut de notre connaissance, finalement, du numérique. Si elle vous inspire, tant mieux. Si elle vous en inspire des nouvelles, encore plus, tant mieux. Puis si jamais vous choisissez de travailler l'une d'elles, ben appelez-nous. On pourra voir comment ça se vit. Donc, quel impact le transhumanisme pourrait-il avoir sur les inégalités sociales? On sait que ces technologies-là sont très coûteuses. Entre autres, dans le documentaire Post-humain, elle parlait d'une machine là, qui allait pouvoir l'aider à gérer son insuline. C'est presque 1 000 $ par mois. Donc, et ce n'est pas couvert. Bon, bref, là, je vous fais pas notre couverture de médicaments. Mais voilà. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact sur les inégalités sociales, le fait que moi, je suis capable de m'augmenter parce que j'ai le budget pour le faire et d'autres non? Quels changements sociaux pourraient découler du fait de prolonger indéfiniment la vie humaine? Donc, si on en vient avec une population qui sont capables d'atteindre 110, 120 ans, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les relations, puis sur le portrait social en général?
En C2, on proposait qui devrait décider des limites à l'amélioration humaine. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Le clonage, on a quand même fait le choix socialement que c'était non. Le clonage reproductif, le clonage thérapeutique, ça va. Mais c'est pas tous les pays qui ont le même cadre légal. Merci. Et donc, dernièrement, je crois que c'est au Japon là, qu'il y a des animaux qui ont été clonés au mois de janvier. Barbara Streisand a 2 copies de son chien. Barbara Streisand a 2 copies de son chien, mais regarde. Je vais prendre une gorgée là-dessus. Et donc, ben voilà, fameuse question sur l'aspiration de la vie éternelle. Est-ce qu'on a le devoir de lutter contre la mort et le vieillissement? On pourrait parler de biotech en même temps. Ah, là, ça, c'est l'exercice de tantôt. OK. Excuse-moi, je suis là. Pas grave. Donc, ressources documentaires qui pourraient vous abreuver sur ce sujet-là. Le premier, c'est le documentaire qui est sur l'ONF dont je vous ai parlé 2 fois jusqu'à maintenant. C'est la 3e fois dans le même 5 minutes. Ça dure 50 quelques minutes. Fait que c'est quand même intéressant. Je vais vous dévoiler tout de suite qu'au départ, elle va interviewer toutes sortes de chercheurs, de savants, des gens qui ont un intérêt pour le transhumanisme. Et entre autres, elle va aborder toutes les postures en lien avec le numérique. Fait que c'est quand même intéressant de venir chercher un autre thème dont je vous parle tantôt. À moteur de recherche, ça là, en général, dans la vie, je ne sais pas si vous connaissez cette émission-là. C'est l'émission de Mathieu Dugal, 7 heures tous les soirs à la radio de Radio-Canada. Mais ça s'appelle Moteur de recherche. Fait qu'on peut poser plein de questions. On pourrait même, avec nos élèves, proposer des questions à Mathieu Dugal. Puis là, lui, il en choisit. Bref, il est super ouvert. Ça a failli être catastrophique. L'émission Moteur de recherche ont un moteur de recherche. Vous tapez littéralement moteur de recherche dans un moteur de recherche. Puis là, vous allez arriver sur un endroit, finalement, où vous pouvez chercher parmi toutes les capsules. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque question a été posée par le public, mais elle est répondue par un spécialiste. Donc, quand on dit qu'on s'appuie sur des données qui sont fiables, ben ils vont chercher vraiment des gens qui ont fait des recherches dans le domaine et qui sont capables de s'y prononcer. Et donc là, ben, transhumanisme, pousser les limites de l'être humain, c'est la suggestion. Puis finalement, un article de Radio-Canada qui parle aussi de transhumanisme. Pourquoi je l'aimais, celui-là? C'est qu'à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de points de vue différents. Autant de points de vue qui sont pro-transhumains que de points de vue comme Jacques Tessard, entre autres, qui se positionnent quand même de façon assez ferme contre le transhumanisme. Alors, je me dis que pour les élèves, bon, c'est un article journalistique, c'est quand même accessible pour du secondaire 4. Puis en même temps, ben, ça s'analyse très bien parce qu'on a plein de postures dedans. Donc, voilà. Côté littérature jeunesse, une œuvre qui, en fait, est composée de 16 différents textes écrits par 16 différents auteurs et autrices qui traitent de la transhumanisation et de la post-humanisation, des fois avec humour, des fois plus dans un mode dystopique, mais il y a beaucoup de variété là-dessus. Peut-être un petit mot sur l'utilisation de la littérature jeunesse, particulièrement quand on travaille en C1. Hein, l'idée, c'est plus d'avoir un portrait comparatif auquel on peut se remettre, donc d'avoir regardé comment c'est décrit dans cette œuvre-là. Est-ce que ça correspond à ce qu'on retrouve au Québec, etc. Est-ce qu'on est capable de faire des liens entre les deux? Pour les questions philosophiques, là, souvent, c'est plus évident, les liens sont déjà un peu plus faits. Et il y en a un autre. Hein? Il y en a 2 autres. Et La fabrique des corps. Donc, ici, une œuvre de fiction plus longue. Encore une fois, se choisir peut-être un extrait pour le travailler et voir quels enjeux sont relevés alentour du transhumanisme. Et une dernière œuvre, tu le switches? C'est fait. Alors, ici, c'est plutôt là, une œuvre documentaire, mais donc une œuvre qui cherche à vulgariser, illustrer un peu la notion de transhumanisme. Ça peut être extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut appuyer sur le X, s'il vous plaît? Il y a de l'interactivité partout. Le petit X en bas.
Merci. Donc, c'était le thème numéro 4. Numéro 7, s'il vous plaît. On dirait qu'on est dans une émission de télé. Ouais. Technologie de l'information. Es-tu prêt? Ouais. Donc, technologie de l'information, on commence peut-être rapidement là, par une définition. Tout ce qui nous permet d'enregistrer, de créer, de partager ou d'échanger des informations, que ce soit en direct, en différé, la téléphonie en fait partie, etc. Tout ça, ce sont nos technologies d'information. Alors, quels concepts peuvent être intéressants à aborder? Bien, je vous en propose 3. Le premier, c'est le concept des algorithmes. Vous en entendez parler énormément. Là, je vous ai donné une définition très, très, très générale de ce qu'est un algorithme. C'est-à-dire que quand on parle d'algorithme en médias sociaux, souvent, on parle de sélection ou d'exposition d'informations. Hein. On parle de ce qui vous est présenté, ce qui vous est rendu le plus accessible, ce qui est priorisé. Mais en fait, c'est une suite finie d'instructions, d'opérations qui permettent de déterminer les contenus à prioriser. Évidemment, ben, tout ça va être extrêmement influencé par votre comportement en ligne. Je disais récemment à Annie que mon algorithme Facebook est confus sur mon identité de genre parce que je consomme beaucoup de produits de beauté. Et donc, je me fais suggérer maintenant des soutiens-gorge aussi. Et il ne sait plus vraiment exactement de quel genre je suis. Mais donc, votre comportement va l'influencer. Fait que ça peut être intéressant à travailler avec les élèves, de voir de quelle façon le comportement est influencé. Ça peut paraître évident, mais c'est pas automatique. Hein? C'est pas tout le monde qui fait l'association que si tu vois telle pub apparaître, des pubs de souliers parce que tu as cliqué sur un magasin de souliers, ben, c'est parce que ton algorithme a accès à ces données-là, puis, etc. Ensuite, les algorithmes peuvent donner lieu à 2 phénomènes qui sont relativement près l'un de l'autre, soit les bulles de filtre ou les chambres d'écho. Donc, quand on parle de bulles de filtre, on parle du fait qu'un algorithme va vous proposer des informations personnalisées à partir d'une collecte de données qu'il a fait et pour lesquelles vous avez déjà démontré de l'intérêt. Alors, ça peut faire en sorte que vous vous retrouvez un peu dans une espèce de bulle parce qu'on va vous partager des contenus pour lesquels vous avez déjà démontré de l'intérêt et donc vous allez avoir un peu des contenus qui vont dans le même sens. Quand on parle de chambre d'écho, situation dans laquelle l'information, les idées, les croyances sont amplifiées ou renforcées par la communication et la répétition. Donc, le fait d'être exposé, de se trouver dans une bulle de filtre et d'être exposé à un nombre répétitif de contenus, ben ça pourrait contribuer notamment à la polarisation, ça pourrait contribuer à la radicalisation de certaines opinions. Cela dit, c'est un concept qui est extrêmement contesté, particulièrement dans son rôle sur la radicalisation et la polarisation, pour différentes raisons. Première raison, il paraîtrait que quelqu'un qui consomme de l'information à partir de médias sociaux, en fait, est exposé à un plus grand nombre de points de vue que quelqu'un qui s'en tient à des médias traditionnels. Donc, déjà là, ça brise un peu la notion d'une bulle de filtre ou d'une chambre d'écho qui est complètement fermée. Deuxième problème aussi qui a été observé, je dis contesté hein, parce qu'il y a des études qui vont dans un sens et des études qui vont dans l'autre. Deuxième problème, c'est que il y a un très, très grand nombre d'études qui confirment que lorsque vous avez une conviction politique et qu'on vous présente un fait qui contredit votre conviction politique, qu'est-ce qui se passe avec votre conviction? Hein? Ouais, la conviction s'en trouve renforcée. Parce qu'on a toutes sortes de mécanismes de défense qui font en sorte qu'on va trouver oui, mais ça tient pas en compte telle chose. Puis moi, j'ai lu une autre affaire qui me dit que blablabla. Et là, à force de cherry-picking comme ça, on va se retrouver à renforcer notre conviction politique plutôt qu'à
à l'infirmer, d'une certaine façon. Donc, c'est des phénomènes qui sont super intéressants à aborder. C'est des concepts vraiment intéressants. Je veux juste noter au passage là, qu'il y a quand même un peu de débat sur ces questions-là. Et donc, ça donne deux opportunités particulières d'aborder ce débat-là avec les élèves. D'une part, parler d'épistémologie. Donc, on a les concepts de bulles de fil, de chambre d'écho qui ont été développés par un chercheur qui s'appelle Eli Pariser. Puis, on a ce que Laurent nous disait qu'on a vu aussi, qui est donc des chercheurs qui vont essayer de déconstruire ça en démontrant, ça a été chiffré quand même, là. Donc, que quelqu'un qui était sur Twitter à l'époque, parce que, bon, c'était ça, l'année de la recherche, versus quelqu'un qui écoute le téléjournal tous les soirs, ben sur Twitter, il y avait plus de diversité qu'au téléjournal tous les soirs. Voilà. Donc, opportunité de parler d'épistémologie avec les élèves puis d'évaluation des savoirs. Deuxième opportunité, parler de biais cognitifs. Parler d'algorithmes, parler de bulles de filtre, c'est une porte ouverte pour aborder ou consolider les apprentissages en lien avec les biais cognitifs. Et donc, ben, si on regarde là, du point de vue des compétences, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait questionner. En C1, par exemple, quels effets ont les algorithmes sur les habitudes de consommation des Québécois et Québécoises? On pourrait tout simplement observer comment sont produits les algorithmes, qui les gère, comment ils fonctionnent. Est-ce qu'on peut les rattacher à des phénomènes de sous-culture? Quand on parle de bulles de filtre, on a probablement certaines sous-cultures plus fermées sur elles-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut les rapprocher, ces deux concepts-là? En C2, ben, est-ce qu'ils devraient être plus transparents? Parce qu'on sait jamais vraiment exactement comment ils fonctionnent. Hein? On n'a pas cette information-là. Alors, est-ce qu'il devrait y avoir une obligation de transparence sur le fonctionnement des algorithmes? Est-ce qu'on est suffisamment conscient des effets de nos comportements en ligne sur les algorithmes en tant que tels? Donc, ça pourrait être des questions intéressantes à se poser. Deux activités, dont une est un peu pouette à venir, là. Donc, ça s'en vient, c'est sur le feu. À la demande, on est en train de travailler ça, puis c'est sur le rôle, finalement, justement, des algorithmes dans notre consommation culturelle. Et on va aller jusqu'à se demander comment les algorithmes ont-ils un rôle à jouer dans la consommation culturelle des Québécois de contenu francophone. Donc, il y a des rapports qui sont sortis dernièrement là-dessus. C'est hautement intéressant. Ben, je ne sais pas si vous aimez les chiffres, là, mais en tout cas, hautement intéressant de savoir qu'il y a plus de 30% des jeunes qui ne voient jamais dans aucune plateforme arriver du contenu québécois dans leurs suggestions. Mais, d'un autre côté, les contenus québécois... Là, excusez, je vous garoche ça, mais comme je suis dedans. D'un autre côté, les contenus québécois sont pas plus difficiles à trouver sur les plateformes. Ils sont moins recommandés, mais ils sont pas difficiles à trouver. Donc, voilà. Puis là, les plateformes, mais on parle évidemment des plateformes de visionnement, mais aussi de audio, etc. En passant, si vous connaissez pas Musique QC, pour la musique québécoise, c'est vraiment le fun. On pourrait s'en reparler après. Puis la deuxième, c'est une vieille activité. À noter qu'il s'agit d'une activité conçue dans le cadre d'ECR. Fait que, vous allez retrouver des vieux mots, mais on pense pas qu'elle est achetée aux poubelles. Si jamais, c'est pour expliquer vraiment aux élèves le concept des algorithmes avec l'analogie de la recette de crêpes. Fait que c'est une façon très vulgarisée, là. Puis ça, les gens qui sont partis, je l'utiliserai au premier cycle même. Mais oui, parce que c'est relativement simple. Puis j'en profiterai donc, si dans mon école, ça se fait au premier cycle, pour aller plus loin sur les concepts algorithmiques avec les élèves que la recette des algorithmes. J'ai encore pesé sur le... On vous propose aussi deux capsules. Donc, les algorithmes amis ou ennemis, là, vraiment, on va plus parler des enjeux autour des algorithmes, tandis qu'un algorithme, c'est quoi? On est plus vraiment dans c'est quoi son fonctionnement à la base d'une capsule très, très courte, mais très efficace qui schématise bien comment fonctionne. Si je peux me permettre, ça va revenir, là, la série Balado, regardez ça, celle-là, qui est une série Balado qui a été produite par Printemps numérique en collaboration avec Télé-Québec. Ce qui est le fun de cette série-là, c'est que c'est des 20 minutes. Fait que ça s'écoute bien en classe parce que c'est pas long ou à la maison.
C'est animé par des jeunes, tu sais, comme Tom Elliott Girard, là, lui anime Mammouth, puis tout ça, fait que tu sais, ça réfère aux jeunes. Mais surtout, c'est que l'objectif, c'est oui de parler avec un expert, mais aussi de laisser la parole aux jeunes. Fait que pendant les 20 minutes, il y a comme 8 jeunes autour de la table avec un expert, 2 animateurs, puis c'est vraiment dans l'échange. Fait qu'on peut faire ressortir des points de vue, puis essayer d'aller valider chez les jeunes, tu sais, vous, vivez-vous la même réalité que les jeunes qui sont là, ou d'autres, ou etc. Donc, voilà. Puis finalement, un ouvrage de vulgarisation qui va se concentrer en fait à parler plutôt de l'impact des effets là, des algorithmes dans la vie de tous les jours. Mais ça se lit très, très bien. Là. C'est très simple. Vous pourriez même en choisir des extraits et en lire avec vos élèves. Est-ce qu'on peut appuyer sur le X, s'il vous plaît? Donc, communication numérique. On est dans le thème relations et bienveillance, encore secondaire 4. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que c'est ça. Donc, ne m'en veuillez pas. Si c'est le cas. Donc, on a ici les orientations. Je trouvais ça intéressant parce que, dans le fond, vous n'êtes pas sans savoir que dans Relations et bienveillance, dans Communication numérique, on a 3 thèmes, 3 concepts particuliers qui sont quand même bien différents. Dans le but de ne pas allonger la présentation, on les a regroupés ensemble, mais on a donc bienveillance et hostilité en ligne, authenticité et représentation de la sexualité en ligne. Fait que je trouvais ça important là, qu'on revienne aux orientations. Pourquoi on fait ça? C'est pour analyser puis faire réfléchir les jeunes, finalement, sur leur communication numérique puis sur leur façon d'être en ligne. Quand on essaye de globaliser tout ça, que ce soit sur le plan de la représentation de la sexualité, de la façon dont je suis authentique ou pas. Est-ce que j'utilise des filtres? Est-ce que je mets juste des beaux moments de ma vie? Puis c'est sûrement oui tout le temps, là. Mais, et comment je m'adresse aux autres puis comment je réagis à des comportements qui sont plus hostiles. Je vous ai mis 2 définitions là. C'est pas tant important de les lire maintenant, mais si vous voulez vous les utiliser, celle de pratique de bienveillance, elle provient du programme, c'est pour ça qu'il n'y a pas de source, mais celle de la Gazette des femmes, je trouvais ça quand même intéressant aussi avec les élèves de sortir du programme, puis je trouvais qu'elle donnait beaucoup d'exemples. Exemple de questions qu'on vous propose. Donc, est-ce que les campagnes de solidarité en ligne transforment la société? Qu'est-ce que ça a comme impact? Est-ce que ça a un effet? Et si oui, lesquels? Quel rôle jouent les algorithmes des réseaux sociaux dans la propagation de l'hostilité ou de la solidarité en ligne? Et en ces 2, dans une situation de cyber-intimidation, est-ce que ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose? Savoir que la cyber-intimidation, c'est dans les notions et exemples de ce thème-là, mais normalement, vos élèves vont l'avoir vu aussi en 6e année. Donc, le mot cyber-intimidation se retrouve en 5e et en 6e année. En 5e, c'est dans... Ça, c'était en 6, me semble, la sécurité en ligne. En 5, c'est... en tout cas, je me rappelle pas du concept particulier, mais j'en ai parlé avec les programmes parce qu'on est en train de travailler ça avec un chercheur qui s'appelle Stéphane Villeneuve, qui est spécialiste en cyber-intimidation. C'est lui qui est allé à Occupation Double. Les aider à gérer. Non? En tout cas. Donc... Pourquoi il est au programme à la fois en 5 et en 6e année? C'est qu'en 5, on parle des usages en général puis des effets positifs ou négatifs du numérique. Donc, entre autres, de la cyber-intimidation. Mais c'est vraiment en 6e année où on l'a dans la sociabilité en ligne, où on va aborder de façon plus frontale ces phénomènes de cyber-intimidation. Donc, normalement, les élèves devraient en avoir entendu parler. Vous savez quand même comme moi, quand la 6e année puis le 4e secondaire, il y a au moins 20 ans. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a moyen d'amener le discours un peu plus loin par rapport à ces sujets-là. Et puis jusqu'où peut-on encadrer les commentaires en ligne sans en faire la censure? Il y a comme cet éternel débat puis sujet sur la liberté d'expression versus les droits et libertés qui pourraient être intéressants de documenter. Sur le plan des ressources documentaires, ressources d'Éducalois, le rapport d'Abilo Média, s'il vous plaît, ça, si vous les connaissez pas encore, Abilo Média a fait une étude en 2022 pendant la pandémie. Les résultats sont sortis en 2023, pan-canadienne, sur des jeunes. C'est rare que dans les études qu'on a, puis tantôt je vais vous montrer d'autres chiffres si on a le temps. Je vais vous montrer d'autres chiffres que c'est la perception des parents sur les enfants. Là, c'est vraiment les jeunes qui ont répondu de la 4e année à la 5e secondaire. Évidemment, ils n'ont pas tous eu les mêmes questions, là, surtout au niveau de la sexualité, mais c'est intéressant de travailler avec les élèves là-dessus. C'est super imagé, c'est fait comme une revue et non comme un article universitaire, là, tu sais, pour les élèves. Puis, il y a énormément de tableaux.
Donc, il y a une possibilité d'analyser ces données-là qui sont quand même intéressantes. Puis, un balado, ça, c'est de l'autopub, là, c'est nous qui l'avons fait. C'est une discussion entre 2 experts et une personne de notre équipe sur l'authenticité en ligne. Donc, être vrai, est-ce que ça se peut sur les réseaux sociaux? Voilà. 2 activités. Une qui s'appelle « À travers l'écran », qui a été développée par le Récit, puis une qui s'appelle « Des comportements bienveillants ». On trouvait ça intéressant de vous les nommer parce que elles sont disponibles, elles sont là et elles sont gratuites. Donc, ce sont les ressources éducatives numériques là, qui ont été produites à la demande du ministère. Alors, voilà. On fait de l'autopub, mais pas juste ça. Puis en littérature jeunesse notamment, mais je me disais, vous connaissez probablement la lettre écarlate comme œuvre. Je pense que la lettre écarlate, même si ce n'est pas un phénomène technologique qui est décrit, je pense que ça peut servir de point de départ là, pour justement soulever des enjeux, soulever des éléments de comparaison, etc. Mais on vous propose là, quelque chose d'un peu plus actuel ici, qui parle d'une jeune fille qui voit une de ses photos partagées par un ex-copain, les conséquences, etc. Donc, quelque chose de très actuel là, qui pourrait vous servir de point de départ ou de point de comparaison. Est-ce qu'on peut appuyer sur le X, s'il vous plaît? Vous devriez penser à un numéro dans votre tête. Oh! 8. 1, 4, 7. Non, je pense pas qu'on a fait. 8, s'il vous plaît. Technologie environnementale. Merci. Donc, un thème chouchou. Peut-être plus difficile. Bien, on en rejasera, mais à travailler en collégialité. Bref, on y va. Donc, ensemble des technologies. Les technologies environnementales, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les technologies pour régler les problèmes environnementaux souvent liés aux technologies. Yay! Make sense. Excusez. Donc, là, vous voyez, on a mis un peu les concepts, là, décroissance, développement durable, capitalisme vert. J'ai rajouté éco-blanchiment. Je trouve que c'est quand même intéressant à parler avec les élèves, ne serait-ce que pour développer leur rapport au savoir, en éducation aux médias en particulier. Donc, économie verte. J'ai rajouté aussi impact environnemental du numérique, parce que finalement, c'est un peu de ça qu'on parle. Alors, voilà. Et puis, savoir que là, j'ai rajouté, je veux dire, je m'invente pas tant une vie que ça, dans le sens où c'est des notions et exemples avec un etc. à la fin, qui invitent finalement à faire des liens avec d'autres objets d'étude qui nous permettraient d'aborder les technologies environnementales. Quelques questions, encore une fois, pour vous inspirer. Donc, est-ce que l'État devrait créer des incitatifs pour encourager la décroissance, en mettre plus, en mettre moins, etc.? Est-ce que certaines libertés devraient être limitées pour protéger l'environnement? Moi, je trouve que c'est des questions hautement intéressantes, mais après... Donc, est-ce que les entreprises devraient faire davantage leur part pour le développement durable? Tu sais, c'est l'espèce de dualité entre, oui, moi, je recycle, mais tu sais, ça change vraiment quelque chose? En tout cas, c'est ça, c'est toutes ces petites questions-là. Fait que voilà. Ensuite, 2 activités qu'on vous propose. Brancher sur demain, c'est assez récent. C'est en train d'être présenté là, au Pichakucha, l'autre bord, dans la salle d'à côté. Et donc, c'est une activité qu'on travaille avec les mathématiques de secondaire 4. Fait que si vous avez une collègue préf en maths, puis que vous dites on travaillera jamais ensemble, ce n'est plus vrai. Vous pourriez le faire. Donc, le principe de cette activité, finalement, c'est qu'on va partir de la décroissance pour essayer de se demander, bien, les Québécois, tu sais, on en est où, nous, avec notre impact environnemental? On étudie des chiffres, on a plein de données, on a un dossier documentaire duquel on va essayer de faire ressortir d'autres constats. Puis après ça, on passe la POC aux mathématiques où ils vont t'amener à calculer l'impact environnemental d'un véhicule électrique. Avec des gros calculs, là. Je suis vraiment pas prof de maths, mais c'est des gros calculs. Puis, pourtant, puis, tu m'avais des eu mises en avec... situation. Là, on est une famille de 2. Papa travaille, maman travaille. On est une famille de... Bon, bref, vous voyez un peu. Puis là, puis ce qui est intéressant, c'est que les profs de maths avec qui on a travaillé, ils étaient vraiment ouverts à... Tu sais, ils trouvaient ça vraiment intéressant. CCQ. Puis toute notre façon de faire de la statistique, tu sais, cette fameuse mathématique de sciences humaines, là, d'observer des chiffres puis d'essayer de faire des conclusions. Puis il nous disait,
on peut pas faire cette activité-là sans les faire réfléchir sur d'autres choses que juste le coût du véhicule. T'sais, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un véhicule? Est-ce que je pourrais avoir d'autres moyens de locomotion? T'sais, il était vraiment dans la réflexion. En tout cas, c'est ça. Moi, je suis bien contente. Parce que moi, j'en avais une collègue bref en maths. Puis, c'est ça. Donc, on en vient finalement à faire et de la C1 et de la C2 sur la décroissance puis les véhicules électriques, finalement. Donc, c'est ça. Puis, Tissé serré, quand même intéressant aussi, là, qui a été développé par le collectif Ensemble pour une éducation citoyenne, où on va parler des vêtements. C'est moins numérique, mais bref, on va se demander qu'est-ce que la super fast fashion, on doit être rendu là, a comme impact sur l'environnement. Ressources documentaires, encore une fois, balado. Puis ça, comité, vous connaissez sûrement la CEST, la Commission sur l'éthique en sciences et en technologie. Donc, ils produisent des rapports, des avis de façon régulière qui sont vraiment intéressants, surtout dans notre domaine. Et donc, celui-là, c'est un rapport sur les effets environnementaux des technologies numériques au Québec. Fait que ça peut pas être moins plus pour nous. C'est ça. Côté littérature jeunesse, on propose Trash anxieuse ou Trash anxieuse. Un texte là, qui parle à la fois de l'éco-anxiété et de comment c'est vécu par une jeune adolescente. Donc, je pense que ça peut faire un point de départ intéressant là, pour ouvrir sur toutes les questions des technologies environnementales. Là. Puis là, travailler avec le prof de français, puis le prof de maths, puis le prof de... Tout le monde ensemble. Oups! Fallait pas que je pèse. Est-ce qu'on peut appuyer sur le X, s'il vous plaît? Ça risque d'être notre dernier. Fait que là, choisissez bien, là. 6. Ouh! Ah, OK. Je suis là, j'arrive. OK. Alors, intelligence artificielle, de quoi il s'agit? Hein? La définition la plus globale qu'on puisse donner, là, c'est tout simplement quelque chose, des techniques informatiques qui permettent de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Alors, on a des exemples là, de traits de l'intelligence humaine qui peuvent être simulés. La reconnaissance faciale, la traduction, quand on parle des assistants virtuels, Siri, Alexa, Google, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu juste Google prendre des rendez-vous téléphoniques à votre place. Quand même assez impressionnant. Système de recommandation, donc, pour vous, c'est des algorithmes, dans le fond, qui vous proposent là, différentes choses qui pourraient répondre à vos goûts. La question des voitures autonomes, par exemple, donc qui simulent la conduite, les chatbots qui vont simuler la conversation, et finalement l'IA générative, là, dont évidemment vous avez probablement entendu beaucoup parler dernièrement avec ChatGPT, Midjourney, Audiocraft, c'est quelque chose qui va vous créer de la musique à partir de paroles simplement. Donc vous pouvez lui écrire des paroles et ça va vous faire une belle chanson quand vous voulez exprimer quelque chose à quelqu'un d'une façon originale. Voilà. Ensuite, comment les travailler en C1, en C2? Bon, il y a toute une question en quels impacts ça va avoir sur le marché du travail. Il y a notamment, je pense, dans le milieu artistique, il y a du doublage qui ne se fait plus maintenant. Il y a des voix qui peuvent être clonées assez facilement. C'est quoi les enjeux en lien avec ça? Comment ça va changer le marché du travail au Québec? Là, je parle juste du milieu artistique, mais il y a probablement des impacts un peu partout ailleurs. Oui, puis en extension, on pourrait travailler en C2 sur le même sujet avec les droits d'auteur. Donc, voilà. Exact. Ensuite, comment fonctionnent les IA génératives tout simplement? Comment sont-elles modérées? Comment, en fait, il y a de l'intervention humaine, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il y a de l'intervention humaine qui essaye de les enligner un peu d'une certaine façon parce que les premières IA génératives étaient relativement problématiques. Là. Une IA, ça va se nourrir là, d'un ensemble, dans le cas d'une IA de langage, ça va se nourrir d'un ensemble de textes, puis ça va reproduire les patterns que ça reconnaît dans cet ensemble de textes, y compris toutes les pires horreurs qu'on peut imaginer qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Quels sont les impacts environnementaux de l'IA? C'est une façon aussi d'ouvrir là, à la question complémentaire
en C2, est-ce que ça en vaut la peine, dans le fond? Est-ce que c'est bien fait sur le plan de la facilitation de la vie humaine? Est-ce que c'est bien fait là? En vaut la peine sur le plan environnemental. Ensuite, en C2, est-ce qu'elle peut réellement rivaliser avec l'intelligence humaine ou est-ce qu'elle n'en est qu'une imitation? Est-ce qu'elle peut, quand on dit rivaliser, il y a toujours la question, est-ce qu'elle va remplacer l'intelligence humaine, tout simplement? Ensuite, est-ce qu'on devrait légiférer pour modérer les impacts économiques ou environnementaux? Ça peut être une question ou l'autre, ou les deux. Mais donc, ça demanderait d'avoir peut-être travaillé les impacts économiques en C1 et les impacts environnementaux également. Et finalement, l'IA est-elle un substitut adéquat pour combler des besoins socio-affectifs? Je ne me souviens pas de la source, mais je pense que l'usage le plus courant de l'IA générative en ce moment, c'est pour des besoins psychologiques et de la détresse. C'est le premier usage, l'usage le plus populaire. Donc, voilà, c'est intéressant quand même de voir que c'est pas nécessairement pour ça que ça a été conçu, mais c'est pour ça que c'est utilisé. Ensuite, œuvres de littérature, ici, je pense à notamment Isaac Asimov, pas pour aller le traiter comme une réalité potentielle, mais voir justement, par exemple, les 3 lois de la robotique là, que Asimov avançait dans cet ouvrage-là. Est-ce que c'est vraiment ça qui nous guette? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des 3 lois d'Isaac Asimov. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ouais. Ouais. Alors, on ne peut pas faire de mal aux humains. Alors, on ne peut pas faire de mal aux humains, ne peut pas se faire du mal à lui-même, à moins que ça fasse du mal aux humains. Puis là, j'avoue, j'oublie la 3e, mais bref. Est-ce que ce sont vraiment ces lois-là qui nous préoccupent aujourd'hui ou est-ce que les dangers se retrouvent ailleurs? Je réponds un peu à la question d'avance. Là, je pense que les dangers se retrouvent probablement ailleurs. Annie, je te laisse parler de celui-là, tu le connais mieux. C'est un album qui a été publié au Québec dernièrement. C'est Mathieu Dugal qui a fait ça. Donc, littérature jeunesse, c'est quand même pour le plus jeune, mais je pense que la vulgarisation est quand même intéressante, puis l'album est magnifique, là. Fait que si, ne serait-ce que pour vous, en tant que citoyen, pour les enfants autour de chez vous, ça vaut la peine d'être connu. Donc, c'est vraiment un historique et un portrait informatif de ce que c'est, tout en soulevant des enjeux éthiques, évidemment. C'est Mathieu Dugal. On a une activité qu'on a produite également au Récit, Y a-tu pensé, qui va surtout s'intéresser aux fonctionnalités, aux limites et aux conséquences là, un peu de l'arrivée de l'intelligence artificielle, principalement générative là, dans nos vies. Et une autre activité là, qui s'appelle Technologie du futur, qui va plutôt parler des impacts possibles et des enjeux éthiques autour de l'arrivée de l'intelligence artificielle. J'ajouterais que Technologie du futur, là, ça fait vraiment un portrait de... C'est quand même une très, très longue activité. C'est beaucoup plus large, effectivement. Ça fait un portrait de presque tout le thème. Là. Il y a 67 pages, hein, c'est ça, je pense, le cahier. Ouais. Mais sauf que tu peux extraire des activités là, de ça sur, entre autres, les postures, là, qu'on n'aura peut-être pas le temps de parler, mais bref. Je vous dis que présentement, dans la salle Pechakucha, est présentée une activité qui s'appelle « Il y a de l'amour ». Moi, je voulais que ça s'appelle « Il y a de l'amour dans l'air », mais j'étais la seule à avoir la référence de Martine Sinclair, fait que finalement, c'est « Il y a de l'amour ». Mais bref, c'est sur les relations, justement, amoureuses avec une IA. Donc, pour des élèves de 4e secondaire, est en expérimentation maintenant. Fait que éducation à la sexualité, c'est un mélange d'éducation à la sexualité pour la relation intime, affective, en tout cas ça, puis intelligence artificielle, oui. Bien sûr, tu viendras me voir après. Avec plaisir. Certaines références, on vous propose notamment de nos collègues en récit univers social,
un webinaire qui parle de la pensée critique, mais la pensée critique appliquée particulièrement à l'IA générative d'images, donc l'analyse iconographique. Quelles traces, par exemple, on peut retrouver du fait qu'une image a peut-être été générée ou qu'il s'agit d'une vraie image. Alors, ça nous concerne, nous, évidemment, en CCQ, parce que il y a beaucoup de nouvelles là, qui sont construites sur des images générées. L'image fait plus nécessairement acte de preuve parce qu'elle peut être manipulée très facilement. Donc, voilà, super intéressant comme webinaire. Ensuite, une auto-formation sur Campus Récit, donc découvrir l'IA au service de l'éducation. Vous pouvez donc aller vous créer un profil Campus Récit si vous n'en avez pas déjà et suivre cette auto-formation-là, avoir aussi la reconnaissance des heures que vous y mettez, etc. Et la santé intelligente balado. Je te laisse parler. OK, bye. En fait, j'étais en train de vérifier quel thème on n'avait pas eu le temps de voir avec vous. Ouais. Comme on va vous laisser la présentation, il nous restait le thème culture numérique, le thème technologie. Donc, c'est celui qui n'a pas de sous-concept, là, vous voyez un peu. Puis ça parle de technophilie, technophobie, technocritique, technosolutionnisme, etc. Fait que vous irez voir les diapos, il y a quand même de quoi faire d'intéressant là-dedans. Et donc, on passe à la deuxième section. Puis là, je vais faire fermer vos yeux. Voilà. Voilà. Et quoi d'autre? Bon, il arrive qu'il y ait des concepts liés au numérique qui se retrouvent plutôt, en fait, dans les notions et exemples. Donc, ce ne sont pas nécessairement des contenus obligatoires, mais ce sont des contenus qui peuvent être intéressants à mettre en relation avec d'autres contenus du programme en tant que tel. Alors, c'est le cas ici dans espace public et espace privé. On a frontières changeantes entre le public et le privé en raison notamment du développement des technologies numériques. Alors, c'est difficile aujourd'hui, je pense, de penser les espaces publics et les espaces privés sans avoir recours notamment aux technologies numériques. Alors bon, je passe très, très rapidement, mais bon, vous pouvez avoir une définition un peu des espaces publics, des espaces privés, des exemples de questions qu'on pourrait travailler. Alors, comment le numérique ou les réseaux sociaux, boy, ça passe vite, comment le numérique et les réseaux sociaux transforment-ils la frontière entre l'espace public et l'espace privé? Si tu es témoin d'une conversation en ligne où quelqu'un partage des informations personnelles sur un ami sur son accord, que devrais-tu faire à travailler en ces deux? Là? C'est toutes des questions très ponctuelles, mais qui soulèvent des enjeux importants. On vous propose aussi un certain nombre de sources et en littérature jeunesse, une œuvre que je trouve particulièrement intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de panopticon, si ça vous dit quelque chose, un panopticon. Alors, un panopticon, c'est une prison dans laquelle on est toujours observé. Alors, peu importe ce qu'on fait, on est toujours sous mode d'observation. Alors ici, dans la cour d'école, on dresse une espèce de mur de briques qui va séparer certains enfants. Il y a des enfants qui sont toujours observés et des enfants qui ne sont pas observés jamais. Puis on observe, dans le fond, la différence de comportement qu'il va y avoir entre les deux. Alors c'est intéressant pour traiter des espaces publics et des espaces privés. Un autre exemple par rapport au contre-pouvoir, alors, il n'y a pas de concept qui est lié directement, mais dans les notions et exemples, on parle du rôle des médias d'information en démocratie, l'effet des technologies numériques, entre autres, sur le dialogue. Alors, évidemment, je pense que ça va de soi que les médias sociaux ont amené une certaine redéfinition du pouvoir électoral, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Souvent, on va peut-être parler, je vais passer par-dessus ces définitions, on va souvent parler de quatrième pouvoir, hein, que les médias d'information seraient le quatrième pouvoir. Maintenant, c'est un concept qui est contesté. Pourquoi? Ben, parce que oui, ils ont un impact, mais quand on parle de pouvoir, ben,
on ne peut pas dire nécessairement que les médias ont une autorité d'État, à moins que ce soit qu'on soit en Corée du Nord et qu'on ait un média d'information qui est un organe direct du gouvernement. Est-ce qu'il y a contrôle et redevabilité? Ben, c'est possible qu'il y ait une certaine forme de contrôle. Hein. Par exemple, il y a des médias qui sont tenus d'avoir une information juste et il y a des organes gouvernementaux qui contrôlent. Puis maintenant, ben, la dernière caractéristique, est-ce qu'il y a pouvoir de sanction? Ça s'appelle, c'est vraiment le terme technique, là, la violence légitime, qui est quand même un concept violent, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qui est une des caractéristiques de ce qu'on décrit comme étant le pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir exercer une forme de punition, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit psychologique, par exemple, de tout simplement mettre quelqu'un en isolement. C'est une violence légitime, ce que, bien entendu, les médias n'ont pas. Donc, raison pour laquelle il y a un peu de contestation là-dessus. Je vais passer rapidement parce que je regarde l'heure et je veux que vous ayez le temps. Donc, vous voyez que même si on travaille si on part du programme puis on travaille seulement avec des notions exemples, ben, on peut lier ça à toutes sortes de concepts qui ne sont pas nécessairement numériques, mais qui ont un lien direct avec des phénomènes numériques. Par exemple, ici, espace privé, espace public, je pourrais parler à partir du concept de géolocalisation, ben, je pourrais en venir aux questions de consentement. Est-ce que ma géolocalisation devrait être partagée? Est-ce que j'ai consenti, etc. Et ça, ben, ça pourrait mener, on pourrait faire des liens entre les relations égalitaires, les relations non égalitaires, la violence dans une relation amoureuse. Je dis on pourrait le faire parce qu'on l'a fait. Alors, l'activité s'appelle Surveille et on voit comment juste le simple concept, l'arrivée de la géolocalisation peut amener des situations de violence en contexte de relations amoureuses. Et à travers ça, ben, on peut traiter on peut définir ce qui est une relation égalitaire, ce qui est une relation non égalitaire, etc. Donc, ce sont toutes sortes de concepts qu'on peut aborder à partir d'un phénomène très spécifique du numérique. Et donc, on a parlé beaucoup. Voici d'autres liens qui pourraient être faits en première, en deuxième et en quatrième secondaire à partir là, de toutes sortes de concepts qui ne sont pas nécessairement a priori numériques. Donc, espace public, espace privé, ben, frontières changeantes dans le public, développement des technologies numériques, identité numérique, identité. Groupe de référence sur les plateformes numériques, dynamique d'appartenance. On peut relier ces concepts-là ensemble. Effet des technologies numériques sur le dialogue démocratie, on peut relier à la notion de contre-pouvoir. Rôle des outils numériques dans l'entraide, on peut relier à la solidarité sociale, etc., etc. Et là, on arrive à 5e secondaire. On dit un point d'interrogation parce que ça va être votre travail de déterminer qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, en 5e secondaire. Alors, on vous invite à travailler en équipe. On choisit un objet d'étude lié au numérique, un phénomène numérique. Ça pourrait être quelque chose de très pointu, ça pourrait être quelque chose de très général. Et puis, ben, on va voir, on va essayer de trouver des concepts qu'on pourrait travailler dans du programme de 5e secondaire, des concepts qu'on pourrait travailler en lien avec cet objet numérique. Et puis, vous allez réaliser un schéma. Il faudrait que je vous partage le lien, là, par contre. Le but de l'exercice, dans le fond, c'est d'essayer de voir, vous savez, combien qu'on a de cases à cocher dans une année scolaire. Beaucoup pour le nombre d'heures d'enseignement qu'on possède. Et donc, au programme, il nous suggère souvent d'essayer de relier le plus de concepts possible. Bien, évidemment,
faut que ça fasse sens, là. Mais le plus de concepts possible pour nous permettre de voir le plus de contenu possible à travers une même activité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous lance le défi de voir comment, en 5e secondaire, on pourrait aborder certains enjeux ou défis du numérique à travers les thèmes du programme en essayant de toucher le plus de choses possible. Si vous manquez d'inspiration, vous n'hésitez pas à lever la main, mais d'emblée, je vous lance un exemple que moi, j'ai vraiment envie de travailler bientôt. Alors, à objet d'études liés au numérique, j'inscrirais le deuil à l'ère du numérique. Donc, comment les réseaux sociaux viennent redéfinir le processus de deuil. Fait que c'est ça. Ça, c'est moi, c'est ce que j'écrirais dans ma case en bas. Après, libre à vous de l'essayer, si celui-là, il vous tente, ou un autre. Donc, voilà. On vous partage la présentation. C'est ça, hein? On le remet à la première page, peut-être? C'est parti. OK. Attention vos yeux. Personne épileptique, fermez les yeux. Page 1, s'il vous plaît. Diapositive numéro 1. Es-tu morte? Elle a l'air correct. Ah, voilà. Donc, OK. monurl.ca/numsec pour numérique secondaire APCCQ. Si ça vous tente de travailler sur du papier, là, c'est vraiment correct. C'est pas parce qu'on parle de numérique qu'on peut pas travailler sur du papier. Fait que 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez travailler, en fait, pas dans la présentation. Parce que c'est un lien partagé sur le web. Ah. Ouais. Fait que vous devez travailler papier. Mais on vous laisse quand même la présentation. Vous pouvez le représenter vous-même là, sur ordinateur si vous souhaitez le faire. Là, mais... Ah, bien sûr. Je dis bien sûr, mais... En fait, ouais, ça serait le fun. Ça serait le fun. Mais je suis pas sûr. Faudrait qu'on partage un lien, hein? Sont disponibles sur Internet? Non, en fait, l'enjeu est technique, c'est parce que c'est pas nous. C'est ça, c'est ce qui fait que le jeu était moins dynamique. Hey, je vais vous interrompre. Je suis conscient là, que vous avez peut-être pas complété le schéma dans son entièreté, mais je suis certain que ça vous a quand même amené certaines idées, certaines réflexions. Fait que j'aimerais ça peut-être faire un petit tour de table, voir si vous avez des idées que vous aimeriez nous partager. Je vous avertis d'avance, je vais vous passer un micro. Oh boy, oh boy, oh boy. Mais j'ai entendu des choses vraiment intéressantes, là, donc soyez pas gênés, là, c'était super intéressant. Moi aussi, j'ai entendu des choses intéressantes, genre, mettons, on fait ça l'année prochaine. Nous, dans le fond, on s'est dit qu'on allait travailler sur, comme objet d'étude lié au numérique, ce serait les mots-clics, là, les hashtags. Puis qu'on allait travailler sur les mouvements sociaux reliés aux hashtags. Puis on s'est dit que pour couvrir le plus de thèmes, on allait travailler peut-être sur le cas de Joyce Echaquan, puis de parler de racisme, colonialisme, de réconciliation, des mouvements sociaux qui sont nés suite à ça en ligne. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est du slacktivisme, l'espèce de faux activisme en ligne? Puis des changements sociaux que ça a amené avec, entre autres, le principe de Joyce, là, qui n'a pas été adopté par le gouvernement, mais qui a quand même peut-être eu des impacts dans la société. Puis on pouvait se questionner aussi, on voulait peut-être parler de la légitimité du pouvoir en ligne. On avait eu plus cette idée-là quand on parlait de MeToo, puis de, est-ce que c'est légitime de dénoncer en ligne, tout ça, mais avec le principe de Joyce, ça pourrait peut-être marcher aussi. Fait que ça couvre quand même beaucoup de choses du programme de secondaire 5. Puis je pense que ça pourrait toucher une réalité que les élèves connaissent bien. On le fait. Avec un concept tout simple, hein, je ne l'aurais pas pensé a priori juste avec les hashtags, tout ce qu'on peut relier à ça, puis tout ce qu'on peut travailler. Fait que c'est super, super intéressant. Ils sont gênés. Ça, c'est mon bout préféré, courir pour aller porter. Moi, en secondaire 5, en fait, sur introspection et intégration sociale, j'ai passé le documentaire Derrière nos écrans de fumée, qui a été fait il y a quelques années, qui est encore très d'actualité, même si c'était avant la COVID, qu'il y a de plus en plus d'isolement. Fait que ça peut amener chambre d'écho, radicalisation, l'isolement, justement.
J'ai fait faire un exercice aux élèves de calculer leur temps d'écran dans leur tête qu'ils pensaient. On a fait un petit sondage. Après ça, on a pogné tous les téléphones. On a vérifié le temps d'écran. C'était clairement tout bien plus haut qu'ils pensaient. Poser des questions aux élèves. Quelle application était la plus utile, la moins utile pour eux autres? Ils me l'ont tous dit qu'ils perdaient leur temps sur TikTok, Instagram, etc. Puis les années prochaines, je vais pousser plus loin essayer de déconnecter un 24 heures ou un 48 heures, de laisser les téléphones à l'école ou quelque chose comme ça, mais je veux prendre le temps de vraiment bien le faire avec eux autres. Secondaire 5? OK, cool. Est-ce que tu as entendu parler du documentaire qui a été fait par Mage, qui est, je dirais pas un équivalent, mais qui est québécois, puis qui donne vraiment la parole aux jeunes. Puis là, j'ai envie de te dire le titre, puis quelqu'un va m'aider. Je vais te le sortir. Mais sérieux, je pense qu'il y a de quoi faire. Tu sais, moi aussi, des écrans de fumée, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense que celui du Québec, il mérite notre attention aussi. Fait qu'on s'en reparlera. Je vais te le ressortir. Voyons. C'est con que je m'en rappelle pas. Ah oui, ici, oui. OK. On a jasé de... OK, on a jasé de plusieurs choses, puis au final, on y a été avec l'idée du mariage. Donc, l'idée du mariage en général. Puis, au final, même si c'est avec l'ère du numérique, aussi qu'on pourrait pousser pour aller vers les termes et les concepts, avec tout ce qui est VR chat, des gens qui se marient sur de la virtuelle... La réalité virtuelle, même en Chine, on a un mariage donc avec une personne chinoise qui s'est mariée avec un robot. Fait qu'il y allait un peu plus dans ces sphères-là pour découvrir le mariage dans ces concepts-là. Wow, quelle bonne idée. C'est le fun, hein? Sérieux, c'est vraiment très fun. Ça s'appelle Grandir en ligne, le documentaire. Puis ce que je trouvais particulièrement le fun, c'est qu'il y a des jeunes qui parlent dedans. Fait que c'est ça. Puis ça a été démembré en petites capsules. Bref, voilà. Je reviens. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient envie de prendre la parole? Parce que là, à date, on a comme vraiment des bonnes idées. OK. Donc, la dernière section, en fait, veiller. Tu sais, veiller, on va veiller. L'intention, c'est de dire comment on peut manipuler notre propre algorithme pour avoir davantage d'informations fiables et précises sur le numérique en général. Donc, je vous propose des personnes et je vous propose des organismes à suivre qui, à mon sens, qui, moi, personnellement, viennent influencer positivement mon algorithme, que ce soit celui de Facebook ou de LinkedIn. J'ai de la misère avec ce mot-là. Fait qu'un des deux, vous pourriez, tu sais, prenez votre réseau préféré. Là, en général, ces personnes-là sont assez vues. Donc, je commence par Chloé Sondervos, qui est journaliste à Radio-Canada. Elle s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Puis, dans sa posture, elle enseigne aussi une charge de cours à l'UQAM. Fait qu'elle a quand même une posture où elle veut parler aux jeunes. Puis, elle a une posture très, très, très réflexive, tout en étant neutre par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, plutôt que de dénoncer, elle soulève des questions. Et ces questions, moi, m'inspirent beaucoup. Donc, je vous invite à suivre Chloé. Ensuite, Dave Anctil, aussi sur l'intelligence artificielle. Dave Anctil, c'est un prof de philo à Jean de Brébeuf avant. Maintenant, il est chercheur affilié à l'Obvia et il est associé au Centre de recherche en éthique à l'Université de Montréal. C'est tout récent. Mais donc, sa revue d'actualité est quand même pertinente. Simon Duguay, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un enseignant, il enseigne médias et technologies au Centre de services scolaires des découvreurs. Simon, c'est aussi un chroniqueur à Radio-Canada, donc c'est vraiment un vulgarisateur du numérique qui est intéressant. Donc, je vous le recommande. Yves Moon. Yves, c'est lui qui est à la base de l'infolette, le collimateur. Donc, le collimateur, c'est l'organe, finalement, numérique, de diffusion numérique de l'UQAM. Mais donc, si vous suivez Yves, il met tout le temps le lien vers les articles qui sortent. Ce que j'aime de sa revue d'actualité, c'est que c'est beaucoup des études qui sont sorties, que lui va vulgariser dans un article, comme dernièrement une étude là, sur la pensée critique et l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'aime bien la façon dont il simplifie puis il va directement aux informations versus le 45 pages. Donc, c'est ça, vraiment intéressant. Ensuite, Bruno.
Donc, Bruno, vraiment intéressant aussi. C'est un journaliste, qui est indépendant, donc qui n'est pas nécessairement associé à un organe de presse, mais il fait depuis des années Mon Carnet, qui est son blog. Tu sais, quand je dis le mot blog, vous voyez comment ça fait du temps. Et donc, il connaît vraiment... Tu sais, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, c'est Bruno qui le dit. C'est par lui que j'apprends toutes les nouveautés. Nelly Brière, elle est... Ben là, vous voyez un peu là, tout ce qu'elle est. Donc, Nelly, c'est elle qui a participé à l'émission En ligne à Télé-Québec. Et donc, elle jouait le rôle de l'experte en numérique. Donc, elle aussi, son réseau est intéressant. Alexandre Chenette, mesdames et messieurs. Je vous recommande son LinkedIn, si jamais vous y êtes. Alex, il lit vraiment beaucoup de livres et donc ses recommandations littéraires, mais aussi en lien avec le numérique puis les enjeux liés à l'IA. Ça fait longtemps c'est un récit, Alex, avant. Donc, ça fait longtemps qu'il s'intéresse à tout ça. Et finalement, ben là, Mathieu Dugal, vous voyez un petit peu, là, j'arrête pas de vous en parler depuis tantôt. Bon. Mais Mathieu Dugal, full critique sur, mettons, sur ce qui se passe, puis les dystopies qui peuvent... bref, mais quand même vraiment pertinent. Tu sais, lui, il fait ressortir des articles que j'aurais jamais vu passer non plus. Beaucoup sur l'environnement, en particulier. Alors, voilà. Maintenant, des organismes que je vous conseille d'ajouter à votre algorithme. Donc, le premier, ben c'est Mage, en haut. Puis, ils ont une infolettre aussi, là. Voyons, ça, c'était pas le piton. Ah, lui. Mage, ils ont une infolettre aussi avec la Minute Mage. C'est pas tout le temps numérique, mais c'est quand même des ressources intéressantes. C'est fait par des jeunes, pour des jeunes, mais c'est évidemment accompagné par des adultes, là. Voilà. L'initiative Pose ton écran. Tantôt, on parlait de la chercheure Magali Dufour. Donc, c'est un organisme qui vient travailler le bien-être numérique. Puis, j'aime bien la posture. Ils ont vraiment, sont alignés avec notre posture en CCQ. Alors, quand même une source intéressante d'informations. Tu sais, oui, sur leur site, il y a comme là, il y a le défi 24 heures de pause qui est le 25 mai, qui propose aux familles. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de liens pour les parents, etc. Mais quand on va dans leur site, il y a énormément de documentation aussi. Fait que moi, ça me rappelle toujours qu'il existe quand je les vois sur mon fil d'actualité. Le Ciel, c'est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. C'est aussi un organisme qui travaille sur le bien-être numérique. Puis ils sont vraiment intéressants. Puis Emmanuelle Parent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, cette fille-là, c'est une chercheure là, qui est à la tête, qui est directrice pour cet organisme-là, d'une pertinence, ma foi, vraiment intéressante. Donc, le Ciel. CEST, pourquoi pas? On en a parlé tantôt, commission en éthique sur les sciences et les technologies. Donc, au fur et à mesure que les avis sortent, tu sais, au lieu d'aller vérifier à chaque 3 semaines, « Ouais, tu sortis un avis? » Là, ils vont venir directement à vous. Le CQAMI, le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Donc, c'est vraiment plus en éducation aux médias. Qui vont œuvrer, mais ils proposent des ressources intéressantes. Puis le dernier qu'on n'a pas eu le temps de voir, c'est l'Académie de la transformation numérique. Donc, Académie de la transformation numérique, c'est à l'Université Laval. Ils font énormément de recensions. Tu sais, nous qui avons besoin de statistiques puis de données, finalement, eux fournissent de la donnée à pocheter, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la façon de gérer la politique municipale, portrait des familles, portrait des générations, portrait par région. Ça peut être vraiment intéressant si on veut localiser, tu sais, d'avoir le portrait de ce qui se passe en Abitibi. Ben là, je sais pas qui vient de l'Abitibi, mais ou à Sherbrooke ou etc. Fait que il y a vraiment beaucoup de données là-dessus. C'est là, par contre, que je vous disais que quand on a des données sur les jeunes, sur l'utilisation des jeunes, c'est les parents, c'est la perception des parents, finalement. Donc, il y a, mettons, tant de parents qui disent que leurs jeunes utilisent, etc. Fait que c'est seulement sur le numérique. Alors, voilà. C'était mes suggestions pour aller veiller. Ben, j'espère que l'atelier vous aura permis de vous sentir mieux outillé lorsqu'il sera temps d'enseigner les contenus numériques en CCQ. Nous vous remercions énormément de votre participation, de votre présence. Très agréable de vous avoir. Et nous vous souhaitons une bonne fin de congrès, même s'il reste plus que juste une fin. Merci. Si vous avez des questions, vous avez besoin de ressources, n'hésitez pas à nous écrire, c'est ça notre travail.